Alors, donc, on va reprendre l'analyse cette fois-ci, non plus de la configuration externe, mais la configuration interne du cerveau. En passant par les ventricules, ça permet de bien voir les noyaux, la substance blanche, qui en forment les rapports. Alors, je vais tout de suite passer au troisième ventricule. On a largement parlé du système ventriculaire tout à l'heure. Je gagne du temps. Le troisième ventricule, c'est la cavité épandymère du diencéphale. Alors, le troisième ventricule. Imaginez le troisième ventricule comme un espèce de couloir étroit en plein milieu du cerveau. On va le zoomer un peu, c'est notre amphithéâtre. C'est exactement la même chose. Il va y avoir une paroi antérieure, une paroi postérieure, les parois latérales, le toit, le plancher. Nous sommes dans le troisième ventricule. Et on va voir que ces parois seront soit des noyaux, soit éventuellement des commissures, c'est-à-dire des grands faisceaux qui associent des régions, excusez-moi, des régions cérébrales entre elles. Ça peut arriver au bout de 3 heures. Alors, donc, première paroi, la paroi antérieure, que je vais vous montrer ici sur le dessin. Cette paroi antérieure est formée par une lame très fine, ici, qu'on va appeler la lame terminale. Si vous vous mettez dans le troisième ventricule comme vous l'êtes actuellement, vous regardez par en avant, eh bien, c'est cette photo-là qui est une vue endoventriculaire du ventricule, et notamment de la paroi antérieure, vue endoventriculaire. Vous apercevez alors cette lame, ici, qui est très fine, et d'ailleurs, quand je fais une IRM en coupe sagittale, regardez, on voit parfaitement cette petite lame ici, qui est la lame terminale. C'est très fin. Juste en avant de la lame terminale, vous voyez ici un faisceau blanc qui est en train de passer au travers, transversalement. Si je fais une coupe sagittale de cette région, j'obtiens l'IRM qui est ici, qui est une IRM en coupe sagittale. Donc, en coupant la commissure antérieure, puisque c'est la commissure antérieure qui est ici, je vais avoir la section de cette commissure antérieure que vous voyez ici, flèche bleue, et je vais marquer commissure antérieure qui passe transversalement dans la paroi antérieure du troisième ventricule. La commissure antérieure, c'est un faisceau de fibres, ce sont des axones, qui associent les deux lobes temporaux. Commissure antérieure associe les deux lobes temporaux et notamment les deux noyaux amygdaliens, les deux amygdales, lobes temporaux et amygdales. Donc ils vont de droite à gauche et redescendent dans les lobes temporaux. Voilà déjà pour cette paroi antérieure qui est très fine et que vous voyez comme ça en vue antérieure. Mais aussi, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, il y a quelque chose ici qu'on voit au-dessus, c'est la section d'une espèce de poutre qui est dans le toit du ventricule, donc dans le toit de l'amphi ici, et cette poutre, c'est un faisceau de fibres qu'on va appeler le fornix. Eh bien, ce fornix est très bien visible sur l'IRM. Regardez, ce sont ces faisceaux de fibres que vous voyez ici. Voilà, ça c'est le fornix. Et cette poutre va se diviser en avant et en arrière en deux piliers. Alors en avant, c'est les deux colonnes du fornix. Donc imaginez la poutre qui est là-haut, et puis qui va redescendre. Je crois, j'ai dû vous mettre une reconstruction en 3D faite par Hélène Fournier, donc la graphiste avec qui on a fait Neuronat. Ici, vous voyez la vue supérieure du fornix, avec le corps du fornix de là à là, tout ça c'est le corps du fornix, d'accord? Et tout d'un coup, en avant, les deux colonnes du fornix qui descendent, comme ça, les deux colonnes du fornix, colonnes, voilà, et qui vont aller se terminer sur deux noyaux du plancher du troisième ventricule qu'on va voir tout à l'heure, qui sont notés en rouge ici, la flèche rouge,
c'est les deux corps mammillaires. Les corps mammillaires. Voilà. Alors, d'où viennent les fibres de ce fornix? Eh bien, elles viennent en fait de l'hippocampe qu'on a vu tout à l'heure, la 5e circonvolution temporale. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais décrit l'hippocampe comme une structure allongée qui était plus grosse en avant, parce qu'il y avait la tête de l'hippocampe, voilà, plus grosse. Surtout, j'avais dit qu'en avant de l'hippocampe et un peu au-dessus, il y avait l'amygdale, le complexe amygdaloïde, qui est en avant et un peu au-dessus. Là, on est à l'intérieur du lobe temporal, dans la 5e circonvolution temporale, partie supérieure, vous vous rappelez, on vient de le faire tout à l'heure. Bon, eh bien, tout le long de la face interne de cet hippocampe, en bleu, vous avez ici, vous avez ces fibres qui longent l'hippocampe, qui viennent de l'hippocampe, qu'on appelle la fimbria. La fimbria. Donc ce sont les axones qui viennent de l'hippocampe et qui vont longer l'hippocampe et former une partie de ce fornix. Donc regardez comment elles montent, les fibres. Fimbria à gauche et fimbria à droite. Tous ces axones sont en train de remonter pour former le corps du fornix. Et comme vous le voyez, on vient de le voir tout à l'heure, là ils viennent au fond du 3e ventricule, un partie postérieure, passer au-dessus, et puis arriver en avant, hop, on redescend, c'est les deux colonnes du fornix, c'est toujours les mêmes axones, ce sont les axones qui venaient de l'hippocampe, et qui forment ce grand trajet en alcôve en fait, hein, ce trajet courbé, hein, et qu'on appelle le fornix d'une manière globale, et qui a compris la fimbria, le corps et la colonne du fornix. C'est le même axone qui fait tout ce trajet, depuis l'hippocampe. C'est donc un moyen d'envoyer des informations de l'hippocampe au corps mammillaire. Est-ce que, peut-être qu'on vous a parlé, parce que je crois qu'en P1 on vous en parle un petit peu, du syndrome de Korsakoff, ouais. Eh bien voilà, le corps mammillaire, c'est le noyau qui est dans le plancher du 3e ventricule, donc par terre dans notre amphi, hein, le plancher du 3e ventricule, qui a reçu les informations de l'hippocampe et qui, lorsqu'il est détruit, casse cette espèce de boucle résonante dans laquelle circulent les informations qui vont être mémorisées. Hein, donc on va revenir bien sûr sur tout ça, vous inquiétez pas, c'est le circuit de Papez, hein, c'est un élément du circuit de Papez, on y reviendra plus tard. Alors, du coup, ici, je vous disais, on voyait sur cette photo la coupe du corps du fornix, mais là c'est une vue postérieure de la coupe, et surtout, on voit comment ce corps du fornix se divise en deux colonnes du fornix qui partent comme ça, hein, descendre vers le plancher, hein, et ça ce sont les colonnes du fornix. Voilà. Alors maintenant je vais passer à la paroi. D'ailleurs, regardez, sur cette diapo, vous avez vu la commissure antérieure qui passe comme ça en travers, hein, en avant des deux colonnes du fornix. D'accord? Maintenant, la paroi postérieure, au fond de l'amphi. La paroi postérieure, elle est centrée sur une glande, la glande pinéale. Donc, glande pinéale. Si vous voulez, on va mieux regarder sur la vue d'ensemble. Je vais, pour que votre dessin sur le poly soit bien légendé, je vais replacer, pour que tout soit bien clair, les structures fondamentales pour comprendre. 1. Cette structure qui va d'avant en arrière, puisque l'arrière est ici, l'avant est ici, eh bien ça, vous avez compris que c'était le corps calleux. D'accord? Ensuite, la structure qui est située en dessous ici, c'est le fornix. Voilà, FO, fornix. Ensuite, on a vu la commissure antérieure qu'on a vu tout à l'heure, CA, commissure antérieure, il n'y a pas de problème. D'autres choses que vous pouvez reconnaître, que vous connaissez déjà, c'est au niveau du mésencéphale, les petites boules qui sont en arrière, dans le tectum mésencéphalique, c'est les colliculus. Colliculus supérieur, colliculus inférieur. Donc c'est bien l'étage du mésencéphale qui est ici, voilà, avec d'ailleurs un nerf qui sort, et ça, le nerf qui sort en avant du mésencéphale, c'est bien la troisième paire des nerfs crâniens qui émergent en avant. Le nerf oculomoteur, qui est le nerf de la verticalité, le nerf du releveur de la paupière supérieure. Quand on a une paralysie du 3, la paupière tombe, c'est ce qu'on appelle un ptosis, et à 10 mètres, on fait le diagnostic.
voyez, l'œil qui est comme ça, et donc paralysie du 3. En sachant que l'adduction est aussi paralysée pour un 3. En sachant qu'un 3, il est parasympathique. Il est parasympathique, c'est-à-dire qu'il commande le myosis, le 3. Et donc, lorsque on a une atteinte du 3, il ne peut pas y avoir de myosis, mais le sympathique, lui, continue à travailler. Et le sympathique entraîne une mydriase. Donc une paralysie du 3 s'exprime par une mydriase, activité du sympathique. D'accord? Ptosis et mydriase et paralysie de l'adduction, A2D, c'est vraiment des symptômes de la paralysie du 3. D'accord? Voilà, ça c'est des choses tout à fait... voilà. Typiquement, quand vous apprenez un nerf crânien, ça c'est des points anatomiques à apprendre, parce qu'ils vous sont utiles pour l'examen clinique et la sémiologie de la paralysie des nerfs crâniens. Je reviens à mes moutons. En arrière, donc, il y avait cette petite glande pinéale. Latéralement, il y a une saillie qu'on va voir tout à l'heure, dans la paroi latérale, un gros noyau, et ce gros noyau ici, c'est le thalamus. Mais il est dans la paroi latérale, il est dans les murs droits et le mur gauche de l'amphi. C'est les deux thalamus. On pourrait dire les thalamies pour bien parler. Eh bien, regardez une macrophoto qui va permettre d'agrandir cette région postérieure. Vous voyez le colliculus inférieur, le colliculus supérieur. La cavité qui est ici, c'est l'aqueduc cérébral, la cavité du mésencéphale. Là, on est dans le mésencéphale, évidemment. Et puis, tout d'un coup, l'aqueduc, lui, va s'ouvrir dans le troisième ventricule, bien sûr. Et vous voyez alors apparaître la glande. Tiens, c'est marrant, j'ai plus mes menus. Ah, voilà. Donc, vous voyez apparaître la glande pinéale en arrière qui forme la paroi postérieure. Cette glande pinéale, comme vous le voyez, je vais peut-être effacer un peu, la glande pinéale, elle donne deux prolongements. Regardez. Un prolongement vers le haut et un prolongement vers le bas. Le prolongement vers le bas, c'est un prolongement qui va se prolonger avec le tectum mésencéphalique, qui atteint le tectum mésencéphalique, les colliculus là. D'accord? Bon. Prolongement vers le bas. Pourquoi j'en parle? Parce que dedans, vous avez ici, on voit pas très très bien, je trouve, donc je vais tout effacer, pour montrer, par rapport à la flèche bleue, ce renflement, c'est la commissure postérieure qui chemine dans le prolongement inférieur de la pinéale. Commissure postérieure, donc c'est des faisceaux de fibres qui passent de droite à gauche. Bon. Alors, j'insiste là-dessus, parce que en IRM, quasiment systématiquement, extrêmement fréquemment, dans le plan axial, on définit le plan axial, le plan horizontal, comme le plan qui passe par CP, commissure postérieure, et CA, commissure antérieure. Voilà, CA, CP. Et la ligne pointillée, c'est le plan de référence qu'on va caler en IRM, et à partir de là, on fait la pile de coupe axiale, horizontale ou axiale, qui est parallèle au plan CA-CP, commissure antérieure, commissure postérieure. CA-CP. Donc ça, c'était le prolongement inférieur, où on avait CP qui traversait le prolongement inférieur. Le prolongement supérieur, lui, il va donner donc ici une petite strie qu'on appelle la strie médulaire, hein, ou abénula. Alors, ça, bon, ça a un certain intérêt, mais je crois que ça, aujourd'hui, c'est pas la peine d'en parler. Mais simplement, pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que cette strie médulaire, elle chemine sur le thalamus, parce que c'est le thalamus qui est là, hein, voilà, donc là c'est le thalamus qui est là. Tout ça c'est le thalamus en fait, hein, et donc elle chemine sur le thalamus, d'arrière en avant, voilà, et surtout, elle représente le toit du troisième ventricule. C'est-à-dire que le toit, à droite et à gauche, regardez, cette petite strie, cette abénula, voilà, hein, qui part du prolongement supérieur de la pinéale, eh bien, le toit est tendu entre ces deux régions, entre les deux stries médulaires. D'accord? Cette vue est très belle, parce que vous regardez par-dessus, hein, mon œil, il est là, je vais vous montrer, je fais une vue comme ça, voilà, et j'ai enlevé le corps calleux. Donc je vois quoi? Je vois la pinéale, en coupe, c'est la même, et je vois, du coup, entre les deux, je plonge le regard dans le troisième ventricule entre les deux, et là, c'est la vue
supérieure du thalamus. Et le thalamus, ici, TH, TH, vu par-dessus. Et entre les deux thalamus, vous avez ce couloir étroit qui est le troisième ventricule. Et quand vous regardez le plancher du troisième ventricule, donc ici, en arrière dans le plancher, tout en bas, vous avez, mais en arrière, c'est l'orifice, ici, de l'aqueduc cérébral. C'est l'orifice, donc il y a le mésencéphale en dessous, hein, et l'aqueduc cérébral qui se débouche dedans. D'accord? Et tout ça en bas, c'est le plancher du troisième ventricule qui a l'air de glisser, là, un véritable toboggan, on verra tout à l'heure, la fondibulum, vers l'avant. Voilà. Donc, paroi postérieure, il est centré par la glande pinéale, il donne deux prolongements, un, la strie médulaire avec le toit tendu entre les deux stries, le toit du V3, et deux, le prolongement inférieur avec la commissure postérieure qui la traverse. C'est tout. D'accord? Maintenant, la paroi latérale. La paroi latérale, le dessin du milieu est fondamental. On va remettre les structures, le corps calleux qu'on voit un petit peu là, mais qui a été quand même pas mal coupé, le fornix qu'on voit ici, du moins le corps du fornix qu'on voit à ce niveau-là, et puis on voit la pinéale, la glande pinéale, et la strie médulaire ou abénula qu'on voit ici, la commissure postérieure comme d'habitude, la commissure antérieure, tout ça c'est ce qu'on vient de faire. On voit que la paroi latérale du troisième ventricule présente trois régions. Premièrement, la région violette ici, qui est une véritable complexe nucléaire, c'est le thalamus. Le thalamus est un complexe nucléaire. C'est un ensemble de noyaux. Vous avez les relais de la vision, les relais de la sensibilité, les relais de l'audition, des noyaux pour le contrôle de la motricité, etc., etc. C'est un complexe nucléaire. Bon, donc vous voyez, il est très volumineux ici. Hein. Ensuite, vous avez une deuxième région qui est située en bas et en avant, en bleu ciel ici, dans la paroi latérale. Eh bien, cette région, c'est l'hypothalamus. Hypothalamus. En bleu ciel sur turquoise sur le dessin. Cet hypothalamus, nous en ferons un cours, et je vous dirais que dans ces 30 grammes de petites régions de cerveau, il y a tous les grands contrôles de la faim, de la soif, de comportement végétatif, la régulation de la température, quelque chose d'extraordinaire sur 30 grammes de cerveau. Et en plus, c'est tout ce qui commande les glandes, puisque l'hypothalamus est relié à l'hypophyse. Et que l'hypophyse, ensuite, envoie des ordres aux différentes glandes. Donc, 30 grammes de cerveau, stratégique. Et puis, en dessous, troisième partie, en dessous du thalamus, et en arrière de l'hypothalamus, en arrière de l'hypo, et en dessous du thalamus. En jaune, malheureusement, le jaune, je l'ai fait descendre, enfin, j'ai pas vu que la graphiste avait continué dans l'aqueduc cérébral, ça c'est faux, hein, bien sûr. Là, il faut pas, là, il n'y a pas de jaune ici, là. Là, il n'y a pas de jaune, j'enlève, hein, bien sûr. Voilà. Mais, dans le troisième ventricule, la partie jaune, c'est le sous-thalamus. Or, dans ce sous-thalamus qui est au-dessus du mésencéphale, il y a un noyau qu'on appelle évidemment le noyau sous-thalamique. Et actuellement, il est la cible d'électrodes qu'on implante chez des Parkinsoniens dans un état quand même très grave, très avancé, hein, qui résistent au traitement, etc. Et qui permet, lors de stimulation, de débloquer un bon nombre de sujets parkinsoniens qui étaient dans un état quand même tout à fait dramatique. Donc vous voyez, c'est les cibles thérapeutiques aussi pour des stimulations dont je vous reparlerai plus tard. Voilà. En IRM, on voit très bien tout ça. On voit le thalamus sur la paroi latérale. On voit l'hypothalamus ici, ben on le voit sans le voir, parce que si la coupe, elle passe en plein dans le ventricule, elle coupe rien. Elle coupe du liquide céphalorachidien en plein milieu. Il n'y a pas de raison qu'elle coupe le thalamus. Sinon, la coupe ne serait pas sagittale, elle serait parasagittale droite ou parasagittale gauche, évidemment. Donc, elle nous montre l'hypothalamus et puis la région hypothétique du sous-thalamus. Voilà, j'ai fait une flèche. Voilà, la région du sous. Ah, mais décidément, c'est trop petit. Bon, vous m'avez compris. Hein, voilà, ici, la région du sous-thalamus. D'accord ? Voilà. Voilà cette paroi latérale.
Et il ne faut pas oublier que en avant du thalamus, flèche jaune ici, qu'est-ce que vous voyez? Entre le fornix qui descend comme ça et le thalamus qui s'arrête ici, entre les deux, il y a un orifice. Et cet orifice, c'est le foramen interventriculaire. Et ça, c'est fondamental. Puisque je vous disais que ce foramen interventriculaire, ici, le trou qui est là, entre le fornix et le thalamus, c'est la communication, donc je vais marquer foramen interventriculaire, égale communication entre VL et V3. Évidemment, il y en a deux, parce qu'il y a le VL droit et le VL gauche, donc il y a le foramen interventriculaire à droite et le foramen interventriculaire à gauche, en avant de chaque thalamus. Thalamus droit, thalamus gauche. Voilà. En IRM, c'est ce qu'on voit aussi en coupe. Regardez, en coupe, voilà. Si l'IRM est assez postérieur ici, eh bien, j'ai mon troisième ventricule qui est en plein milieu, bien sûr. Ça, c'est la cavité diencéphalique, qui est bordée par une petite masse grise qu'on voit pas très très bien, je l'avoue, de chaque côté. C'est le thalamus. Et sous le thalamus, selon l'endroit où je suis, coupe antérieure, coupe postérieure, eh bien, j'ai soit du sous-thalamus, soit de l'hypothalamus dans la coupe. Ça dépend si je suis en avant ou en arrière. Ici, on voit la différence. Regardez. Coupe A, coupe postérieure. Je vais couper, le thalamus, voilà, en gris, du thalamus, tout ça, d'accord, du thalamus, et en dessous, la toute petite région qui est là, en dessous, du sous-thalamus, flèche bleue. Par contre, après, dans la coupe, je vais avoir un petit peu de tronc cérébral. Bon, là, j'ai un peu plus, parce que je pense que le plan, il est un peu oblique. Alors là, j'ai tout le tronc cérébral, j'ai le mésencéphale, le pont et la moelle allongée. Carrément, je suis dans le plan du tronc cérébral. D'accord? Si maintenant je fais une coupe antérieure, B, la coupe antérieure, qu'est-ce que j'ai? Regardez, c'est très intéressant. Là, j'ai le fornix qui commence à se diviser en deux branches, les colonnes du fornix. Au milieu, voilà, le fornix, j'ai rasé le fornix là, il est là, FO, vous voyez, il descend. Et puis là, je tombe dans la cavité du troisième ventricule, bordée seulement par l'hypothalamus. Donc je n'ai pas la grosse masse ronde, j'ai juste un petit peu de gris. C'est l'hypothalamus, je suis en avant. Enfin, il nous reste le plancher. Le plancher sur lequel vous êtes, c'est la même chose, l'analogie. Ce plancher, il descend, comme dans l'amphi. Il descend avec cette région qu'on appelle l'infundibulum en avant. On va décrire dans le plancher, donc, différentes parties. En avant, on va décrire d'abord le chiasma. Vous voyez, si je coupe là, voilà, on coupe comme ça. Eh bien, j'ai d'abord le chiasma optique. Ça, on est juste à la jonction entre la paroi antérieure et le plancher. La vue qui est au milieu. La vue qui est au milieu ici, c'est une vue, votre œil, il est comme ça. Vue inférieure, exoventriculaire. Alors vous voyez le dessous. Vous voyez en avant le chiasma, ici. C'est ça. Et après, vous allez voir la tige sur laquelle est appendue, je vais un peu effacer, la tige sur laquelle est appendue, la tige pituitaire, où est appendue la glande hypophyse. Donc là, vous avez la tige pituitaire, la glande hypophyse. Et la région qui descend, c'est la région de l'infundibulum. D'accord? Ensuite, vous reculez. Et en arrière, c'est la région du tubaire, en arrière de cette région. Donc, voilà, le tubaire, c'est toute cette partie-là. Le tubaire. Et après, flèche jaune, vous tombez sur ces deux boules qui sont là. Ce sont ces noyaux, les corps mammillaires. Voilà, les corps mammillaires en coupe sagittale, qui reçoivent les colonnes du fornix de tout à l'heure. Donc dans le circuit de Papez, là, le syndrome de Korsakoff, atteinte des corps mammillaires, c'est eux, dans le plancher du troisième ventricule. Vous voyez? Là, c'est de l'hypothalamus tout ça. Les corps mammillaires appartiennent à l'hypothalamus.
Le plancher, là, tout ce plancher, c'est de l'hypothalamus. Corps mammillaire, tubaire, infundibulum, tout ça, c'est de l'hypothalamus. Bon. Donc, voilà vos structures. Je récapitule. 1, le chiasma. 2, l'infundibulum. 3, le tubaire. 4, le corps mammillaire. Et après, qu'est-ce qu'on a? C'est le mésencéphale qui fait sa jonction. Donc voilà, c'est la fin du mésencéphale. Et c'est fini. Voilà. Voilà ici la photo, en macro-photo, de cette région. Alors vous avez reconnu peut-être, ici, le trou qui est là, qui est compris entre, en arrière, le thalamus. En avant, regardez la colonne du fornix qui est en train de descendre là. Ça, c'est le fornix qui est là. Vous voyez ? Donc la colonne du fornix en avant, le thalamus en arrière, et le foramen interventriculaire entre les deux. D'accord? L'hypothalamus ici, et le sous-thalamus plus en arrière. Voilà. Et vous voyez, la tige a été arrachée. Pas de tige pituitaire, pas vraiment d'infundibulum. Le tubaire, qui est en avant du corps mammillaire. Et voilà. Ça, c'est pas très compliqué. On arrive au toit du ventricule. Alors, le toit, là-haut, simple. Le toit, c'est déchiré. Alors, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gris, il n'y a rien. Donc, quand le toit s'est déchiré, comme ça, on a la place de l'épithélium. L'épithélium épandymère. Voilà, c'est tout. Alors, regardez. Alors, méfiez-vous. Le dessin que vous avez là, dans le poli, qui est le même que j'ai ici. Ce dessin, bon, c'est pareil, j'aurais dû demander au graphiste d'éviter de le faire. Les deux thalamus, normalement, à un endroit donné, ils peuvent fusionner. Ils fusionnent. Ce qu'on appelle l'adhésion interthalamique. Bon, ça n'apporte que de la complexité, là. Mais c'est vraiment pas notre problème. Normalement, s'il y a un troisième ventricule au milieu, il n'y en a qu'un, évidemment. Sauf que là, il y a une petite adhésion entre les deux. Voilà, je vous signale simplement ça. Eh bien, le toit du troisième ventricule, il est tendu entre les deux stries médulaires. Petit triangle qu'on voit ici. Et là, on a le toit. C'est l'épithélium qui tapisse donc le troisième ventricule. C'est tout. Voilà. Alors évidemment, l'intérêt d'avoir un toit extrêmement fin, avec juste l'épithélium et il y a un peu de pimaire dessus, c'est que des plexus choroïdes, merci, peuvent ici faire saillie dans le toit, et sécréter le liquide céphalorachidien dans le toit du troisième ventricule. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc un toit très simple, une membrana tectoria en fait, c'est l'épithélium, ce qu'on appelle la membrana tectoria, et les plexus qui sont dessus. Voilà. Ça va? C'est un peu rapide, je l'avoue, mais bon, vous avez quand même pas mal de choses sur votre poli. Alors les ventricules latéraux, eux, ce sont les cavités des deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Voici le ventricule latéral droit, le ventricule latéral gauche, le troisième ventricule et le quatrième ventricule, V4. Vous voyez la communication d'ailleurs avec le foramen interventriculaire. Le foramen interventriculaire. D'accord? Voilà. Alors déjà, ce que vous remarquez, c'est que non seulement il y en a deux, mais en plus, ils ont vraiment une forme en fer à cheval. Alors ça, c'est important, c'est que vos hémisphères, en se développant, ils se sont développés en fer à cheval. C'est pour ça que chez l'homme, il y a un phénomène de temporalisation. Vous avez des cerveaux très très inférieurs où il n'y a pas de lobe temporal, parce qu'il ne s'est pas beaucoup développé. Mais dès qu'il y a beaucoup de surface corticale, un grand volume de néocortex, surtout, c'est à ce moment-là le lobe temporal qui se développe. Donc les ventricules vont suivre, les noyaux vont suivre, et les commissures vont suivre. Par exemple, le fornix qui a la forme en fer à cheval qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va décrire, à l'intérieur de ce ventricule, je vais faire très simple, on va décrire différentes régions. Une corne frontale en avant, un corps ventriculaire et une corne temporale, et ici, une corne occipitale. Voilà les grandes régions qu'on va décrire.
là, je vais m'attacher à la corne frontale. C'est le ventricule qui est dans le lobe frontal. Alors, la corne frontale, son rapport est très simple, c'est encore sur l'IRM qu'on voit le mieux. Regardez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la corne frontale? Donc les cornes frontales, elles sont là, droite et gauche. Le rapport supérieur, c'est le corps calleux. C'est-à-dire, ces grands faisceaux de fibres, ce sont des millions de fibres qu'il y a là. Ces grands faisceaux de fibres qui associent l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On en a parlé tout à l'heure dans les callosotomies, le split brain. Bon. Donc, rapport supérieur, le corps calleux. Alors sur le dessin, c'est la même chose, le corps calleux, voilà. Rapport interne des ventricules. Alors simplement, il y a une petite paroi très fine entre les deux. Cette petite paroi très fine verticale, c'est la face interne des hémisphères en fait, puisque les deux hémisphères sont un peu accolés là. C'est ce qu'on appelle le septum pellucidum. Le septum pellucidum, donc je vous l'ai mis là d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Septum pellucidum. C'est la petite flèche turquoise ici qui montre cette cloison sagittale. Et enfin, le rapport plus externe et inférieur, c'est ce noyau gris qui est le noyau caudé. Qu'est-ce que le noyau caudé? Le noyau caudé est une structure en fer à cheval qui va présenter plusieurs parties. Si je le regarde en profil, avant, arrière, je vais lui décrire plusieurs régions à ce noyau caudé. Tout d'abord, une tête en avant. Et là, on est dans le lobe frontal. Ensuite, un corps, le corps du noyau caudé, plus en arrière. Vous voyez qu'il est plus petit. Seule la tête est très volumineuse. Et là, on est dans le lobe pariétal. Et puis, tout d'un coup, ça descend, et on arrive dans le lobe temporal, c'est la queue du noyau caudé. Et là, on est dans le lobe temporal. C'est-à-dire que si j'avais le cerveau, il serait quelque part comme ça, vous voyez, avec le lobe frontal, le lobe temporal, en dessous, etc. Donc ici, la substance grise qui longe le ventricule, et d'ailleurs, c'est le noyau caudé, et d'ailleurs, le noyau caudé longe tout le temps le ventricule. Hein, il a la forme du ventricule. Voilà. Donc vous l'avez ici, c'est le noyau caudé. C'est la coupe à ce niveau-là. Au niveau de la tête, vous avez ce gris qui est ici. Sur votre dessin, pour vous y retrouver, c'est cette région-là. C'est la tête du noyau caudé. La tête du noyau caudé. Si maintenant vous allez un peu plus en dehors, donc tête du noyau caudé, toujours. Voilà. Si vous allez un peu plus en dehors, vous allez tomber sur un autre noyau qui est carrément plus en dehors, et qu'on appelle ici le putamen. Alors simplement, ils ont fusionné en bas, vous laissez tomber pour l'instant. Et ça, c'est le putamen. Vous le voyez ici très bien, en gris. Voilà. Et vous voyez même une autre petite formation, moins dense, qu'on va appeler le globus pallidus. Donc, on le voit ici. Voilà. Vous voyez le putamen et le globus pallidus. Alors là, je vous décris des structures qui ne sont pas en relation avec le ventricule. C'est plus loin, plus éloigné. Ça me permet d'introduire ces nouvelles structures, pour l'instant, dans la configuration interne. En ce qui concerne le ventricule, la seule chose qui m'intéresse, c'est 1. En haut, le corps calleux. 2. En dedans, le septum pellucidum. Et 3. En dehors, la tête du noyau caudé. C'est tout. D'accord? Alors, maintenant, on va aller un peu plus en arrière et on regarde une coupe, cette fois-ci, là, au niveau du corps ventriculaire, plus en arrière. Corps ventriculaire. Alors, c'est un peu pareil. Juste au-dessus, c'est le corps calleux qui passe au-dessus. Voilà le ventricule. Gauche et droit. Au-dessus, le corps calleux. Donc ça c'est facile en coupe coronale, bien sûr. En coupe coronale. Donc là, on est en train d'apprendre à lire l'imagerie.
hein, analysez vraiment l'IRM que vous voyez tous les jours en euros. C'est très important pour vous d'arriver à bien lire ces IRM. Donc, en dedans, vous voyez cette petite lame, ici, cette petite lame verticale, c'est, comme d'habitude, le septum pellucidum. Ça, c'est pareil, comme d'habitude. Elle est là dans le dessin. Septum pellucidum. D'accord? Dans votre dessin, c'est une cloison sagittale. Et vous remarquez où elle est tendue, la cloison? Elle est tendue entre le corps calleux qui est en haut et le fornix qui est en bas. Car cette partie-là, flèche rouge, c'est le fornix que vous voyez là. Et d'ailleurs, sur l'IRM, vous voyez très bien le fornix ici. Vous le voyez parce que ce sont des fibres blanches très denses, et donc l'IRM le montre en hypersignal pondéré en T1. Donc vous voyez très très bien. En dessous, bien sûr, c'est le troisième ventricule qui est là, la cavité que vous voyez ici. Tout ça, c'est du troisième ventricule. D'accord? Voilà. Sur le dessin, même chose. Corps calleux, CC. Septum pellucidum en dedans. Et en bas, c'est le fornix. Et qu'est-ce que vous remarquez en dehors? Sur l'IRM, qu'est-ce que vous allez voir? Ici, en gris, vous voyez le noyau codé. Le noyau codé, à droite et à gauche. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici, le noyau codé, sur votre dessin. Vous pouvez bien annoter. Sur le dessin ici, c'est le noyau codé. Voilà. Et comme vous le remarquez, le noyau codé longe tout le temps le ventricule latéral. La corne frontale, le corps ventriculaire, la corne temporale. Hein, sur ces trois régions, il y aura toujours du noyau codé en rapport avec le ventricule latéral. Simplement, je voulais vous montrer le plancher de ce ventricule. Eh bien, comme vous le remarquez, entre le fornix qui est en dedans et le noyau codé qui est en dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste une membrana tectoria qui est soulevée par des plexus choroïdes. Donc, vous avez effectivement ce rapport important au plancher des ventricules latéraux, enfin du corps ventriculaire. Dans le plancher, nous avons les formations plexiques. Ok? Voilà. Là, je vous ai eu, j'ai dit plexique. Alors, le carrefour ventriculaire. Dernier point. Enfin, avant-dernier. Le carrefour ventriculaire, c'est simplement la partie descendante du ventricule où il y a convergence entre le corps ventriculaire, la corne occipitale et la corne temporale. Alors, ici, c'est le carrefour ventriculaire. Simplement, il est remarquable en coupe coronale par le fait qu'on le sectionne tangentiellement, et donc on a ici une très grande étendue de la coupe du carrefour de haut en bas, qui en haut va rejoindre cette région, elle va rejoindre le corps ventriculaire, et en bas, cette région va rejoindre la corne temporale. Hein, tout simplement. Hein, le corps ventriculaire en haut, la corne temporale en bas, et là c'est tout le carrefour. Donc c'est très caractéristique en IRM, regardez, où on voit cette grande étendue de ventricule qui correspond au carrefour. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Le corps calleux, qui ici est très volumineux, car la partie postérieure du corps calleux forme ce qu'on appelle le splénium. Le splénium. Voilà un corps calleux vu d'avant en arrière, je vais vous le dessiner, vite fait. Avant, arrière, et on regarde le corps calleux. Alors le corps calleux, il va partir comme ça. Hop. Ici, on va avoir ce qu'on appelle le rostrum du corps calleux. Le rostrum du corps calleux. Après, on va avoir une partie qu'on appelle le genou du corps calleux, donc qui est d'ailleurs un peu plus volumineux que ça. Je vais peut-être faire une petite marche arrière. Voilà. Donc le genou du corps calleux, le corps du corps calleux, et tout d'un coup, une partie plus volumineuse. Donc ça, c'est le genou. Le corps, en fait, normalement, on devrait dire le tronc.
En latin, c'est truncus. Hein, bon, donc le corps du corps calleux. Et en arrière, c'est le splénium du corps calleux. Vous voyez, c'est un corps calleux est étendu d'avant en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il réunit l'avant et l'arrière. Il est formé de fibres qui vont de droite à gauche, hein, des fibres transversales, hein, attention. Il y en a tellement, il y a des millions de fibres dedans, qu'il est du coup étendu d'avant en arrière. Mais il est de nature transversale, droite-gauche et gauche-droite. Ok ? Voilà. Alors, carrefour, et on termine par la corne temporale du ventricule latéral. Alors, sur cette dernière image, on va voir, il faut essayer de la localiser. Alors, c'est par l'IRM qu'on va y arriver. Coupe coronale du cerveau. Vous avez reconnu peut-être, ici, la cavité qui est là au milieu, c'est bien le troisième ventricule. Ensuite, les deux cavités qui sont là, les deux cavités qui sont au-dessus, à droite et à gauche, ça c'est le ventricule latéral droit et gauche, hein, mais on va retrouver la cavité, alors là on la voit pas parce qu'il est un peu tassé, donc du coup on la voit pas, c'est trop petit, et en bas. Voilà, ça c'est VL, et le même ventricule en bas, en haut, en bas. C'est comme un pneu de vélo qu'on a coupé en deux, et je le coupe en haut et je le coupe en bas, hein, puisque c'est en fer à cheval. Et là pareil, VL, VL. Voilà. Alors si je zoome cette région, voilà ce que j'obtiens. Ça c'est anatomique. Hein. Vous avez peut-être reconnu le gyrus para-hippocampique. Vous avez reconnu l'hippocampe. Et vous voyez que l'hippocampe forme, voilà l'hippocampe, forme le plancher du ventricule latéral. L'hippocampe forme le plancher du ventricule latéral. Premier point. Et vous retrouvez au-dessus du ventricule, parce que là le ventricule, je vais le faire en rayé rouge. Là. Voilà, ça c'est le ventricule. On voit ici. Eh bien, dans le toit du ventricule, qu'est-ce qu'on a? Le noyau caudé, mais c'est la queue du noyau caudé, qui est en train de longer le ventricule latéral, la corne temporale. D'accord? Donc ce qu'on appelle donc la corne temporale. Vous, donc, ce que vous retenez, c'est deux rapports essentiels, le reste, à la limite, oublié. Hein, c'est au plancher, l'hippocampe au plancher de la corne temporale, et le noyau caudé, la queue du noyau caudé, au toit de la corne temporale. Voilà ce qu'il faut retenir. J'en profite pour vous montrer, quand je vous ai parlé tout à l'heure du fornix, vous vous rappelez cette espèce de poutre qui est au-dessus du V3, et qui, en arrière, descendait là-bas en arrière pour aller vers les lobes temporaux, et revenir en avant, longer les hippocampes, donc dans la cinquième temporale. C'était la fimbria qu'on appelait. Eh bien ici, je la vois, la fimbria. C'est ce faisceau de fibres qui est coupé. C'est la section de la fimbria que vous voyez là. Elle longe l'hippocampe d'avant en arrière. Ça, c'est une coupe coronale. Donc vous imaginez les deux hippocampes, l'espèce de saucisses comme ça, qui sont allongés d'avant en arrière, hein, et en dedans des hippocampes, deux faisceaux de fibres qui longent d'avant en arrière, qui sont les fimbria, qui remontent et qui se rejoignent pour former le corps du fornix. Et en avant, à nouveau, ils se séparent, et en avant, c'est les deux colonnes du fornix qui descendent, qui arrivent en bas sur les boules, qui sont les corps mammillaires, et qui forment une partie du circuit de Papez. Voilà donc cette anatomie assez complexe. La corne occipitale, je dirais juste un point important, c'est le rapport de la corne occipitale avec la scissure calcarine. Rapport avec la scissure calcarine. Voilà la corne occipitale. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puis je vois que vous êtes un peu fatigué. Donc je crois que c'est sûrement la dernière. Rapport de la scissure calcarine avec la corne occipitale. C'était donc le point important. Et ce sera le dernier point de cette anatomie des ventricules. Voilà. Merci. Et merci beaucoup pour votre attention. C'était très sympa. Et